Bonjour à tous, lors de la dernière vidéo consacrée à Angular, nous avons vu comment créer une application avec différentes routes qui affichent des composants différents à l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des formulaires réactifs en Angular. Et pour cela, on va créer un exemple de formulaire qui nous permettra de récupérer toutes les informations nécessaires afin de pouvoir créer une carte à jouer, telle qu'affichée à l'écran. En plus de cela, nous verrons comment utiliser les informations de notre fichier afin d'afficher un aperçu de notre carte qui se mettra à jour avec chaque modification faite dans notre formulaire. Pour cela, on va commencer par expliquer ce que sont les formulaires réactifs, ou Reactive Forms en anglais. Ensuite, nous verrons comment créer un premier formulaire réactif en utilisant Form Control et Form Group. On verra comment utiliser des validateurs pour valider les entrées des utilisateurs. Par la suite, on va parler de Form Builder qui nous permettra de créer des formulaires plus simplement. Et pour finir, on verra comment réagir à des changements de valeur dans notre formulaire. Pour rappel, cette série s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dont le fil rouge est la création d'une application de visualisation et de gestion de cartes à collectionner de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Ou autres. Et ces nouveaux tutos sont également présents sur mon blog en version écrite où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code que vous pouvez recopier directement si nécessaire. Petite parenthèse, si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, ne vous en faites pas, vous n'en aurez pas besoin pour comprendre celle-ci. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans et vous êtes sur la chaîne Simple Tech dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Pour commencer, expliquons rapidement les différents types de formulaires que vous pouvez rencontrer sous Angular. Le premier type est le Template Driven Form. L'utilisation de ce type de formulaire consiste à utiliser les fonctionnalités vues dans les vidéos précédentes pour récupérer les valeurs des différents champs. Par exemple, on utilise le two-way binding avec la propriété ngModel pour synchroniser l'état d'un formulaire avec les variables dans le fichier TypeScript. Ce type de formulaire fonctionne, mais sous Angular, on a également un autre type de formulaire qui s'appelle les Reactive Forms et qui permettent de définir le comportement du formulaire de manière déclarative dans votre fichier TypeScript. En bref, on va pouvoir indiquer dans notre fichier TypeScript, pour chaque champ de notre formulaire, sa valeur par défaut, les règles de validation qui devront être appliquées au champ, et on pourra même souscrire au changement de ces champs afin d'y réagir en temps réel si besoin. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Ce que j'aimerais faire, ce serait de créer un formulaire qui nous permettra de créer un monstre. Pour cela, nous avons déjà un composant Monster Component qui est accessible à l'URL /monster et /monster suivi d'un identifiant. Ouvrons donc directement notre fichier monster.component.html. Effaçons le contenu de celui-ci et on va y créer un premier formulaire où on aura juste en tant qu'input le nom de notre monstre. Donc pour cela, on utilise le form et en cas de submit, on va faire appel à une fonction qu'on va appeler aussi submit et à cette fonction, on va lui passer l'événement en question en paramètre. Et puis dans notre form, on va créer un div auquel on va donner une classe qu'on va appeler formField. On va juste utiliser cette classe pour changer un peu le style de notre formulaire, donc formField. Et à l'intérieur de ce formField, on aura un label, for, et là on va dire que ce sera le label pour notre champ name, et on va lui donner le texte name aussi, et puis un input, avec comme identifiant name, son nom sera aussi name, et le type sera un type texte. On rajoute enfin de formulaire un bouton avec le texte save et le type de ce bouton ce sera un type submit. Maintenant qu'on a fait ça, ajoutons un peu de CSS à notre fichier monstercomponent.css. Donc là, je vais dire que mon form va avoir une largeur maximale de 300 pixels. Notre form field va avoir un display flex avec une orientation, donc flex direction, qui va être de colonne pour que le label apparaisse au-dessus de notre input. Nos marges seront de 10 pixels et 0. Et pour finir, on va avoir notre label, dont la font size sera small. Maintenant que nous avons notre formulaire, regardons comment lier notre input à notre fichier TypeScript. Ici, on aurait bien entendu pu utiliser ngModel, mais le sujet d'aujourd'hui, ce sont les formulaires réactifs, et du coup, on va utiliser Form Control. La classe Form Control nous permet d'un côté d'accéder à la valeur de notre input, et de l'autre, comme on le verra dans un instant, cette classe nous permet aussi de déclarer des règles de validation pour notre champ, et pour finir, on pourra aussi s'abonner à chaque changement de la valeur de ce champ.
Pour utiliser cette classe FormControl, on doit tout d'abord déclarer le module ReactiveFormsModule dans les imports de notre composant. Donc ouvrons à nouveau notre fichier monster.component.ts et au niveau des imports, on va faire un import de ReactiveFormsModule. ReactiveFormsModule qui est importé de @angular/forms. Et maintenant, on va pouvoir créer un nouvel attribut qu'on va appeler name et qui va être égal à new FormControl qu'on importe là aussi d'Angular/forms. Ce FormControl prend dans son constructeur en tant que premier paramètre la valeur par défaut qu'on souhaite donner à notre input. Donc ici, ce sera la chaîne de caractères vide. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à implémenter notre fonction submit, donc submit qui prend en tant que paramètre un événement, donc event. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est un event.preventDefault. Et puis, on va simplement faire un console log de 10.name.value, donc la valeur qui est associée à notre FormControl name. Maintenant, nous devons modifier légèrement notre fichier HTML afin de lui dire qu'il doit utiliser ce FormControl dans notre input. Donc, pour cela, on retourne dans monster.component.html. Au niveau de l'input, on va lui passer en tant qu'attribut FormControl qui va être égal à notre name. Et là, si on retourne dans notre navigateur et qu'on tape quelque chose dans notre champ name, donc par exemple test, et qu'on clique sur save, vous voyez qu'on a bien le texte test qui est affiché dans notre console. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment on peut modifier la valeur d'un input via notre code TypeScript. Eh bien, pour cela, on peut utiliser la méthode setValue de la classe FormControl. Donc, illustrons ça en rajoutant un bouton qu'on va appeler setChanged ou autre. Et puis, grâce à ce bouton, quand on cliquera dessus, on modifiera notre input avec un texte qu'on aura choisi. Donc, juste après notre bouton Save, on va rajouter un nouveau bouton avec le texte setChanged. Et ici, à chaque clic, on va exécuter la fonction setChanged. Maintenant, implémentons cette fonction dans notre fichier .ts. setChanged. Et ici, on va faire un 10.name.setValue. Et en tant que valeur, on va lui donner la valeur changed. Et là, si on retourne dans notre navigateur et qu'on clique sur le bouton setChanged, vous voyez qu'on a bien le texte changed qui est affiché dans notre champ nom et aussi dans notre console. Bien sûr, on peut écrire autre chose dans le name, cliquer sur save, vous voyez que c'est bien le texte qui est affiché. Et je peux à tout moment réappuyer sur setChanged pour revenir à la valeur qu'on a décidée il y a un instant. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est assez basique, mais maintenant regardons comment modifier notre FormControl afin d'indiquer que notre input est obligatoire. Pour cela, on peut passer en tant que deuxième paramètre de notre constructeur de FormControl un tableau qui va contenir les règles de validation que l'input doit respecter. Angular vient avec des validateurs par défaut qu'on peut utiliser. Donc ici, pour notre FormControl name, je vais rajouter une virgule en tant que deuxième paramètre, donc un tableau. Et je vais importer ces validateurs par défaut. Donc, on importe validators de Angular/forms. Et celui qui nous intéresse, dans notre cas, est le validators.required qui indique que notre champ est obligatoire. On sauvegarde. Maintenant, je propose de modifier notre fichier monster.component.html afin de lui dire que notre submit doit être disabled, donc désactivé, tant que notre formulaire est invalide. Donc, pour cela, on va utiliser notre FormControl name.invalid qui va nous dire si le formulaire est invalide ou non. Donc si le formulaire est invalide, on le désactive. Je vais aussi enlever ce bouton setChange dont on n'aura pas besoin. Il était juste là pour illustrer mon exemple juste avant. Et donc dans notre fichier monster.component.ts, on peut aussi enlever cette méthode setChanged dont on n'aura plus besoin. Et maintenant, si on retourne dans notre navigateur, on voit que le bouton Save est bien désactivé et dès qu'on commence à taper quelque chose, le bouton redevient actif étant donné que la condition de notre input est remplie. Le fait de pouvoir désactiver notre bouton Save tant que le formulaire n'est pas correctement rempli est très bien, mais maintenant, idéalement, il faudrait qu'on change la couleur de notre input afin de refléter le fait qu'il y a une erreur dans celui-ci. Et en plus, on devrait afficher un petit message d'erreur indiquant quelle est la nature de cette erreur. Pour la partie design, c'est très simple car notre FormControl va ajouter des classes CSS à notre input selon son état. Donc, entre autres, on aura droit à une classe ngDirty qui indique que l'input a été changé, ngTouched qui indique que l'utilisateur a interagi avec l'input et ngInvalid qui indique que l'input n'est pas valide.
Du coup, on peut rajouter un peu de code dans notre fichier monster.component.css afin de tenir compte de ces classes. Et ici, je vais faire un point ng-dirty, point ng-invalide. Donc, si notre formulaire a été modifié et qu'il est invalide. Et puis, on va aussi considérer le cas ng-touched.ng-invalide. Et on va simplement mettre notre border color à red. Et on va lui donner une border width de 1 pixel. Ensuite, on va aussi directement ajouter une classe .error qu'on va utiliser pour notre message d'erreur. Et ici, je vais avoir une petite font size. Donc, font size est égal à x-small. Et on va lui donner une couleur, donc color red. Maintenant, on peut retourner dans notre fichier HTML. Et ici, on voudra afficher un message d'erreur si notre fichier est invalide et qu'il a été touché ou modifié. Donc, on peut rajouter une condition, if. Et là, on peut utiliser les propriétés de notre form control, la première étant invalide. Et là, entre parenthèses, on va dire notre name est aussi dirty ou name est touched. Et là, on peut donc rajouter notre div avec la classe error qu'on vient de créer. Et on va dire this field is required. Et là, si on tourne notre navigateur et qu'on clique sur notre input et qu'on ne tape aucun texte, vous voyez que le bouton Save est bien entendu toujours disabled, mais en plus de cela, on a une bordure rouge autour de l'input et le texte This field is required qui est affiché. Si je tape quelque chose, bien entendu, la bordure devient noire et on n'a plus le message d'erreur. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais pour un champ qui va s'appeler HP et qui va être un nombre entre 1 et 200 inclus. Le code va être exactement le même, à l'exception près qu'on aura en tant que valeur par défaut la valeur 0 et qu'on va utiliser d'autres validateurs que le validateur required. Donc, commençons par copier notre div formField. Ici, le for, ce sera for HP. En tant que texte de notre label, on va lui mettre HP en grand. L'ID de notre input sera également HP, le name HP également. Notre type sera le type number car on voit un chiffre. Et notre form control qu'on créera dans un instant s'appellera également HP. On vérifie que HP est invalide. Or hp.dirty, hp.touched. Et on écrit this field is invalid car on va faire plus de validation que juste le required. On verra aussi plus tard comment différencier ces différents messages d'erreur, mais pour l'instant, on veut juste afficher, voilà, il y a un problème avec le champ. Et il ne faut pas oublier au niveau de notre bouton qu'il devra être disabled si le nom est invalide ou si notre nouveau champ HP est invalide, donc hp.invalid. Maintenant, retournons dans notre fichier monster.component.ts et créons ce form control qui s'appelle HP. Donc, je fais un HP est égal à new form control comme avant. On lui assigne la valeur 0 par défaut. Et au niveau des validateurs, on aura validators.required car ce champ va être obligatoire. On aura aussi un validators.min, donc qui va forcer une valeur minimale. On va dire que le minimum est 1. Et puis validators.max. Et notre maximum sera de 200. Pour notre submit, imprimons maintenant la deuxième valeur, donc le 10.hp.value en plus du 10.name.value. Et regardons le résultat dans notre navigateur. Donc là, j'ai bien mon nom et mon champ HP. Si je tape quelque chose dans le nom, mais que je ne tape rien dans HP, donc qu'il est à 0 ou vide, nous voyons qu'il n'est pas valide. Si j'essaye de taper une valeur entre 1 et 200, tout fonctionne et le bouton Save est disponible. Si je clique, on voit bien test et 23 qui est affiché. Et maintenant, si j'essaye de dépasser les 200, le champ redevient invalide et je ne peux pas sauvegarder la valeur. Comme vous le voyez, plus on aura de champs, plus on aura de form control et plus on devra gérer des états valides-invalides individuellement. Et on devra aussi ensuite gérer les différentes valeurs de manière individuelle en les lisant une à une à partir des form control. Bon, ça marche, mais c'est pas vraiment top. L'idéal aurait été de pouvoir les regrouper afin de pouvoir vérifier l'état de tout notre formulaire en un seul coup. Et de pouvoir récupérer toutes les valeurs également en un appel. Eh bien ça tombe bien car Angular a une autre classe qui permet justement de faire ça, et c'est la classe formGroup qu'on peut également importer de @angular/forms. Regardons comment utiliser le formGroup. Pour cela, on retourne de notre fichier monster.component.ts.
Je vais effacer nos deux formes contrôle car on n'en aura plus besoin. Et à la place, je vais créer un attribut form group qui va être égal à new form group qu'on importe d'Angular/forms. Et ce form group va prendre un dictionnaire en paramètres. Les clés de ce dictionnaire seront les noms de nos form group. Donc là, par exemple, name. Et en tant que valeur, on va leur assigner à chaque fois le form control associé. Donc form control, une chaîne de caractères vide, et ici on va dire validators.required. Et puis on fait la même chose pour tous les autres champs de notre modèle monster. Pour rappel, notre modèle monster possède les attributs suivants, donc name, image, type, qui va être l'un des types de l'enum monster type, donc électrique, plante, eau ou feu. On a un champ HP pour les points de vie de notre monstre, une figure caption qui est simplement le titre qui va apparaître en dessous de l'image de la carte, un nom d'attaque, la force d'une attaque et une description pour notre attaque. Donc pour le reste, c'est exactement la même chose que les formes contrôle qu'on a créées avant, donc je ne vais pas les refaire un à un. Et maintenant qu'on a notre form group, il va falloir qu'on adapte notre fichier HTML afin d'utiliser ce groupe. Donc là, on retourne dans notre monster.component.html. Et au niveau du form, on va lui dire quel est le form group à utiliser. Donc form group est égal à, et dans notre cas, notre form group s'appelle form group. Ensuite, on va aussi devoir adapter chacun de nos inputs, car là, on ne va plus utiliser le form control directement. À la place, on va devoir utiliser le form control qui est à l'intérieur du form group qu'on a assigné au niveau du form. Et pour cela, on ne va pas utiliser form control, mais form control name. Et ici, on va renseigner le nom du form control à utiliser. Donc là, c'est le form control qui s'appelle name. Dans notre if, on va devoir faire un form group.get pour aller chercher le bon form control. Donc ici, le form control name. Et là, on ne peut pas accéder directement à la propriété invalide, car la méthode get pourrait nous renvoyer aussi une valeur nulle si jamais ce form control avec ce nom-ci n'existe pas. Donc on va mettre un point d'interrogation, point invalide, et on fait la même chose pour les autres propriétés qu'on utilise, donc pour dirty et pour touched. Maintenant, on peut quand même dire que c'est beaucoup de code à réécrire à chaque fois pour chacun de nos champs, surtout que là, on va en avoir énormément. Donc je propose de prendre tout ça et de créer une fonction qui va faire ce contrôle à notre place. Et cette fonction, on va l'appeler isFieldValid. Et on lui passe le nom du form control à utiliser en paramètre. Ouvrons en vitesse notre fichier monster.component.ts et implémentons la fonction isFieldValid qui prend donc un nom de form control en paramètre. Et là, on aura const form control est égal à 10.formGroup.get avec le name qu'on a reçu en paramètre. Et puis on fait un return formControl.d'interrogation invalide end formControl.d'interrogation point dirty or formControl.touched. Changeons aussi directement notre submit. Donc là, on n'aura plus qu'un seul console log 10.formGroup.value qui nous retournera le dictionnaire avec les valeurs de chaque form control. Et là, je vous épargne les détails, mais en bref, je vais créer un form field pour chacun de nos champs. Parcourons en vitesse ces différents champs. Donc tout d'abord, on a notre image. Donc là, je ne vais pas utiliser de form control name, mais on va faire plutôt appel à une fonction onFileChange à chaque fois qu'on changera d'image. Cette fonction va permettre de prendre le fichier et de le convertir en base64 qu'on peut ensuite utiliser afin d'afficher l'image à l'écran. Mais ça, on le verra dans un instant. Puis, on a le type. Donc le type ici, ce sera un drop-down avec les différents types qu'on peut sélectionner. Donc on devra là aussi créer la liste Monster Types qu'on va afficher à l'écran. Mais là aussi, on va y revenir. Puis on a les HP qui sont donc un nombre. Figure Caption qui est un texte. L'attack name qui est aussi un texte. L'attack strength qui va être à nouveau un nombre. Et l'attack description qui est elle aussi un texte. Et bien entendu, là, à chaque fois, on a le form control name avec le nom du form control à y associer. Pour finir, on a notre bouton Submit. Et là, on n'a plus besoin de vérifier chaque form control individuellement pour sa validité. À la place, on peut faire un form
.invalide qui va nous dire si le formulaire est valide ou non. Maintenant, retournons dans notre monsterComponent.ts pour finir notre implémentation. On va commencer par créer nos monster types qu'on va devoir afficher dans notre liste. Donc monster types est égal à. Et là, on va prendre un object.values de notre enum monster type. Donc pour rappel, monster type contient les 4 différents types qu'on va pouvoir assigner à une carte, donc plante, feu, électricité et eau. On n'a plus qu'à implémenter notre fonction onFileChange. Donc là, on n'est pas en cours de TypeScript, donc je vais passer les détails, mais en bref, on prend un file reader qui va nous lire notre fichier en tant que base64 qu'on va pouvoir assigner à notre image et l'afficher ensuite à l'écran. Donc là, quand le reader a fini de charger l'image, on doit l'assigner à notre form group au bon form control. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait un 10.formGroup. .patchValue, car on veut seulement changer la valeur d'un form control en particulier, ou de plusieurs d'ailleurs. PatchValues peut être utilisé pour patcher plusieurs valeurs en un coup. Et là, on va simplement renseigner le nom des formes control qu'on veut modifier. Donc ici, ce sera image. Et en tant que valeur, on va lui passer un reader.result, donc le résultat de la lecture, en tant que string. Et donc là, si on retourne dans notre navigateur, on voit qu'on a bien tous nos champs à l'écran. Et si on les remplit tous, donc là, je vais prendre une image au hasard, des HP au hasard, des textes au hasard également. Et dès qu'on a tout rempli, notre bouton Save est bien activé. Et si on clique dessus et qu'on regarde notre console, on voit bien les différentes valeurs qu'on vient de renseigner qui sont assignées à notre form group. Maintenant qu'on a un formulaire complet, avec tous les champs qui nous intéressent, essayons de l'améliorer un peu. On va commencer par afficher des messages d'erreur un peu plus parlants pour nos champs nombres. Car pour l'instant, on affiche simplement que le champ n'est pas valide, mais il faudrait qu'on sache quelle est l'erreur exacte et qu'on l'affiche à l'écran. Pour cela, nous pouvons utiliser la méthode hasError de notre form group. Donc, retournons dans notre fichier HTML, et ici, on va pouvoir ajouter nos nouveaux if, donc if formGroup.getHP .hasError. Donc d'abord, on va vérifier si on a l'erreur required. Et si c'est le cas, on va pouvoir taper notre message this field is required. Ensuite, if formGroup.getHP.hasError. Cette fois-ci, on va vérifier si c'est le validateur min qui est en erreur. Et là, on peut afficher le message this field must be bigger than 0. On va faire la même chose pour le max. This number must... Attendez, il me manque un T. Must be smaller or equal to 200. On va pouvoir faire ça pour notre deuxième champ nombre. Donc, c'était le champ attack strength. On remplace tout ça. On n'oublie pas de changer notre get car on ne veut pas le HP, mais plutôt le form control attack strength. Et maintenant, si on retourne dans notre formulaire et qu'on tape une valeur inférieure à 1, on voit bien this field number must be bigger than 0. Si on n'a rien, this field is required. Et si on tape un numéro plus grand que 200, this field must be smaller or equal to 200. Cette fois-ci, notre formulaire est bien prêt, mais il faut dire que notre fichier TypeScript est quand même encore un peu lourd avec tous ces new form control qu'on a un peu dans tous les sens. Eh bien, là encore, Angular vient avec une réponse à ce problème en nous mettant à disposition le service FormBuilder qu'on doit aussi importer d'Angular Form. Et ce service possède une méthode group qui va générer le form group pour nous. Donc là, retournons dans notre fichier monster.component.ts. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'injecter ce service. Donc private fb pour form builder, et on fait un inject de form builder qu'on importe de Angular/forms, comme je l'ai dit à l'instant. Maintenant, au niveau de notre form group, on va enlever ce new form group et on fait un 10.fb.group. Et ici, on va lui passer également un dictionnaire en paramètres avec en tant que clé le nom de notre form control à créer. Et en tant que valeur, on aura cette fois-ci non pas un new form control, mais un tableau avec à la première position la valeur par défaut à assigner à notre form control.
Et en deuxième position, un tableau avec les différents validateurs qu'on souhaite appliquer si nécessaire. J'adapte en vitesse les autres champs, voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a exactement le même comportement qu'avant. Donc là aussi, si j'insère des valeurs à chacun des champs, vous voyez que notre bouton Save fonctionne comme avant et qu'on a le même résultat dans notre console. Donc comme vous le voyez, le résultat de l'utilisation de ce Form Builder est exactement le même que de créer manuellement notre form group et les form control, mais c'est quand même une manière beaucoup plus condensée d'écrire la même chose. Il est temps maintenant de regarder comment réagir au changement de notre formulaire afin de créer une prévisualisation de notre carte. Mais avant ça, si cette vidéo vous est utile et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu afin d'aider l'algorithme à promouvoir ma vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire avec vos questions ou vos remarques, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Maintenant qu'on sait comment créer notre formulaire, regardons comment réagir à des changements à ce formulaire et comment utiliser les valeurs entrées par l'utilisateur afin de créer une instance de notre classe monstre qui sera ensuite utilisée pour notre prévisualisation. Tout d'abord, adaptons un peu notre code HTML afin de pouvoir prévisualiser notre carte. Et pour cela, on va commencer par créer un premier div avec une classe qu'on va appeler Preview par exemple. Et à l'intérieur de celui-ci, on aura notre app Playing Card qu'on va devoir importer dans un instant, bien entendu, afin de pouvoir l'utiliser. Et on va lui assigner le monster qu'on va créer dans un instant. Ensuite, je vais mettre notre formulaire dans un autre div qu'on va placer à droite de notre carte. Et cette fois-ci, je vais utiliser la classe main. On prend le form, on le met à l'intérieur. On modifie notre CSS pour faire en sorte que notre preview prenne 300 pixels de largeur et une margine de 20 pixels pour pas que ça colle, enfin que nos deux éléments collent l'un à l'autre. Et notre main aura une largeur de 100%, moins 340 pixels, afin qu'il soit affiché juste à droite de notre preview. Ah oui, il faut encore que je fasse de tout ça des inline blocks, donc preview et .main, display inline block, et je vais aussi faire un vertical align le top pour qu'il soit aligné en haut. On peut maintenant compléter notre fichier .ts. Et la première chose qu'on va faire ici, c'est créer un nouvel attribut qu'on va appeler monster, qui va être de type monster, et qui va être égal à object.assign. On va créer une nouvelle instance des monstres, et on va l'assigner avec les valeurs par défaut de notre form group. Donc 10.formGroup.value. Donc là, on va déjà initialiser l'objet avec les bonnes valeurs par défaut. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque changement d'une valeur de notre form group, il faut que ce changement soit reflété dans notre objet monster. Pour cela, on peut utiliser 10.formGroup.valueChange, qui est un observable. Et là, on peut faire un subscribe qui va nous renvoyer les données de notre forme. Et on va pouvoir faire un 10.monster est égal à object.assign new monster. Et on va lui assigner les données de notre formulaire, donc data. Bien entendu, n'oublions pas d'importer notre playing card, donc playing card component. En plus de cela, nous venons de faire un subscribe à un observable, donc il faudra à un moment faire un unsubscribe de celui-ci. Donc créons une autre variable qui sera private formValuesSubscription, qui sera aussi une subscription ou null. Et on va tout d'abord lui assigner la valeur nulle. Et là, dans notre ng en init, on va faire un 10.formValueSubscription est égal à notre subscribe. Et dans notre ng en destroy, on va faire un 10.formValueSubscription unsubscribe. Voilà. Et donc là, si je tape un nom, normalement, vous devriez voir que le nom de notre carte est adapté instantanément. Essayons ça, test, et comme vous pouvez le voir, on peut même prendre une image quelconque, qui sera elle aussi affichée,
Et ainsi de suite, on peut changer chacun de nos paramètres et voir le résultat s'afficher sur notre carte de prévisualisation à gauche. Là, on a bien avancé et il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de changer un monstre existant pour le cas où notre utilisateur souhaite modifier un monstre. Et il faut aussi qu'on puisse sauvegarder le monstre à ajouter ou le monstre qu'on vient de modifier afin de l'afficher dans notre liste de monstres qu'on avait créé dans les précédentes vidéos. Pour cela, on va réutiliser le service qu'on avait créé précédemment. Donc là, je vais l'injecter, private monster service, inject monster service. Et pour rappel, ce service permet de manipuler notre liste de monstres, dont on a ajouté et d'en supprimer, et de les stocker dans notre navigateur afin de pouvoir les récupérer quand on recharge la page. Une fois qu'on a fait ça, on retourne au niveau de notre ng on init, et ici, on a déjà notre 10.root.params.subscribe qui nous permet de récupérer tous les paramètres qui sont passés à notre composant. Donc le paramètre qui nous intéresse, ce n'est pas un paramètre qui s'appelle id, on l'avait appelé monster, donc params monster. Et si ce paramètre existe, eh bien déjà on le stocke dans notre variable 10.monsterID. Une fois qu'on a récupéré cet identifiant, on va voir si un monstre avec cet ID existe. Donc on va créer une variable monsterFound qui va contenir le monstre qu'on a trouvé ou non. Et on fait un 10.monsterService.get 10.monsterID. Et si ce monstre existe, donc if monsterFound, on va tout d'abord l'assigner à notre variable monster. Et puis on va également assigner les valeurs de ce monstre à notre formulaire afin de tout de suite l'initialiser avec les valeurs correctes. Donc 10.formGroup. Et on a déjà vu avant la fonction en question, donc patchValue. Et là on passe le 10.monster en paramètre. Et là, si je retourne dans le navigateur et que je vais à la page /monster/1 et qu'un monstre avec l'ID 1 existe dans mon local storage, eh bien vous voyez que les valeurs sont chargées et qu'on les voit aussi bien dans le formulaire que sur la carte de prévisualisation. Implémentons maintenant encore le bouton Save et rajoutons un bouton Back afin de pouvoir revenir à la liste de monstres sans modification. Pour cela, on ouvre à nouveau notre fichier HTML. Et là, je vais mettre les boutons à l'intérieur d'un autre div. Donc ce sera un div avec la classe buttonContainer. Et je vais mettre notre bouton Submit à l'intérieur. Et on va créer un autre bouton button qu'on va mettre avant le bouton Submit et qui aura le texte back. Et quand on clique sur ce bouton, on va lancer une fonction qu'on va appeler navigateBack, qu'on implémentera dans 2 secondes. Pour cette classe buttonContainer, on va créer un peu de CSS. Et là, on va simplement faire un displayFlex. Et on va donner un gap afin que les boutons ne se collent pas les uns aux autres. Un gap de 10 pixels devrait suffire. Créons maintenant notre fonction back. Donc, navigateBack. Pour pouvoir implémenter cette fonction, il nous faut une instance de notre routeur. Donc on va l'injecter également ici. Private router est égal à inject router. Et là, on fait un 10.router.navigate. Et on va simplement naviguer sur notre page home, qui est la page où on a notre liste de monstres. Passons maintenant à notre fonction submit. Et là, on peut effacer notre console log, car on n'en aura plus besoin. Et on peut ensuite vérifier si on doit ajouter un monstre ou si on est en train d'en modifier un. Et pour cela, on va utiliser 10.monsterID, car si on est en train de créer un nouveau monstre, l'ID aura encore sa valeur par défaut, car on n'aura passé aucun identifiant à charger en paramètre à notre route. Donc la valeur par défaut ici est égale à -1. Et si on tombe dans ce cas, donc monsterID est égal à -1, on va devoir faire un 10.monsterService.add. Et qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute notre 10.monster. Else, on va tout d'abord prendre notre monstre, donc 10.monster, et on va faire un .id est égal à 10.monsterID. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. Eh bien, c'est très simple. En fait, à chaque fois qu'on modifie notre formulaire, n'oubliez pas qu'on recrée notre monstre avec les valeurs du formulaire. Et dans notre formulaire, on n'a nulle part l'identifiant du monstre original. Donc, il faut le réassigner ici.
Et puis, on va faire un 10.monsterService.update de 10.monster. Pour finir, on n'oublie pas de faire un 10.navigateBack pour revenir à notre liste de monstres. Essayons ça tout de suite. Donc là, je vais changer le nom de notre monstre en Pika. Et les HP, on va les passer de 140 à 14. Et là, si on fait Save, vous voyez que j'ai bien en première position le monstre Pika avec 14 de HP. Je propose qu'on fasse encore quelques changements à notre liste de monstres afin de permettre aux utilisateurs de cliquer sur une carte pour l'ouvrir et aussi de les rediriger vers le formulaire d'ajout de monstres avec un bouton Add Monster. Donc, commençons par nous rediriger vers notre fichier monsterlist.html. La première chose qu'on va faire, c'est que je vais changer le texte de ce bouton Add Monster de Add Generic Monster vers Add Monster simplement. Et puis on va modifier bien entendu plus tard cette fonction Add Monster pour rediriger vers le formulaire d'ajout. Et je vais aussi rajouter un clic à chaque App Playing Card. Donc là on va faire clic qui va faire appel à une fonction qu'on va appeler OpenMonster. On va lui passer le monstre en paramètre. Ajoutons aussi un peu de CSS à notre App Playing Card afin que notre curseur se change en petite main. Donc là je vais faire Up, cursor est égal à pointeur. On va implémenter la fonction OpenMonster. OpenMonster qui prend un monstre en paramètre de type monster. Et là, on aura aussi besoin de notre service routeur qu'on n'a pas encore, donc on va l'injecter. Routeur est égal à inject routeur. Ils peuvent être privés, private et private. Et donc là, on fait un 10.router.navigate. Et on lui passe donc monster en tant qu'URL, ainsi que monster.id. Modifions aussi add_monster afin de faire une redirection vers l'URL d'ajout de monstre, donc monster. Et là, comme vous le voyez, tout devrait fonctionner. Donc là, si je passe la souris sur l'une de mes cartes, on voit bien une petite main qui s'affiche. Et si on clique sur l'une d'elles, on montre les détails, on peut changer son nom, sa description et ainsi de suite, et la sauvegarder. Et on peut aussi ajouter des monstres, donc add monster, test, on ajoute une image quelconque, HP12, des textes random, une attaque 220 et une petite description. Et si on clique sur Save, cette carte est bien ajoutée à notre liste. Et voilà, on a fait le tour des formulaires réactifs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on regardera comment rendre notre formulaire plus moderne en utilisant Angular Material. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!